Bonjour Claude, pourriez-vous, Bonjour Philippe. s'il vous plaît, vous présenter en nous expliquant en quoi consiste votre activité? Alors je suis médecin neurologue installé sur Toulouse et au-delà de mon activité de neurologie, j'ai un certain nombre d'autres activités, notamment en ce qui concerne l'éducation thérapeutique du patient. Donc l'éducation thérapeutique du patient s'applique à des patients qui ont des maladies chroniques pour essayer de leur faire acquérir des compétences dans leur maladie, leur traitement, pour qu'ils puissent être autonomes et qu'ils puissent avoir une meilleure qualité de vie. Et c'est dans ce contexte que je me suis intéressé à l'activité physique au sens large du terme dans les maladies chroniques, puisqu'on a démontré qu'il y avait un certain bénéfice à faire de l'activité physique. D'accord. À l'heure d'aujourd'hui, comment percevez-vous votre activité professionnelle et son évolution? Alors la neurologie est une spécialité qui est très large, qui a bénéficié ces dernières années d'un certain nombre d'innovations, notamment sur le plan technologique, avec l'arrivée de l'imagerie, des imageries de plus en plus fines, l'arrivée d'un certain nombre de médicaments dans certaines pathologies. Il est vrai que le chemin reste encore long, notamment dans les maladies neurodégénératives, où il n'y a pas de traitement spécifique, en tout cas pas de traitement pour pouvoir enrayer l'évolution de la maladie, mais on a quand même beaucoup de traitements symptomatiques. Donc c'est quand même une spécialité qui est très large, où on a beaucoup de patients atteints de maladies chroniques, donc on va pouvoir suivre pendant des années avec des problématiques qui vont être différentes à chaque stade de la maladie. D'accord. Ok. Et donc, selon votre analyse sur l'évolution de la société et votre expérience, comment percevez-vous les changements mis en avant pour faire face à la maladie aujourd'hui? Alors actuellement, on va de plus en plus vers une médecine où le patient est au centre du dispositif. C'est-à-dire que le patient est pris en charge dans sa globalité. Il est certain qu'on a connu une période où le patient allait chez le médecin faisait une prescription et puis le patient repartait avec sa prescription sans discuter parfois. Là, le patient est acteur de sa maladie, donc il est de plus en plus impliqué à la fois dans le projet thérapeutique, mais également dans la compréhension de sa maladie. Et donc l'idée, c'est que le patient soit au centre du dispositif et qu'il y ait les différents acteurs qui vont pouvoir lui rendre service. Bien évidemment, pas uniquement le médecin, mais tous les personnels soignants, que ce soit les infirmiers, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les médecins de rééducation qui peuvent nous aider. Donc, le changement vient du fait que actuellement le patient devient acteur de sa maladie et qu'il y a autour de lui un dispositif qui va lui permettre de mieux vivre avec sa maladie chronique. Ça fait un changement colossal par rapport à la maladie. À certaines années, oui. Et de manière générale et en rapport avec votre statut, comment percevez-vous la pratique sportive? Alors, je crois qu'il faut d'abord faire un petit rappel de sémantique. Le terme générique, c'est l'activité physique et sportive. L'activité physique et sportive correspond à toute activité qui va mettre en mouvement le corps et qui va pouvoir amener à dépenser de l'énergie. Et cette activité physique et sportive, elle peut être compétitive, elle peut être aussi de loisir. À l'inverse, on a ce qu'on appelle la sédentarité. Et la sédentarité, c'est la 4e cause de décès dans le monde. Et on a démontré que cette sédentarité pouvait avoir un impact sur des maladies cardiovasculaires, sur le cancer, sur un certain nombre d'éléments. Donc l'activité physique et sportive, c'est simplement bouger. C'est par exemple dire, à partir de demain, je vais prendre mon vélo ou je vais marcher pour aller à la boulangerie, pour aller chez le boucher. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. L'activité physique adaptée, c'est une activité physique qui est codifiée, planifiée également, avec un certain nombre de critères qui vont permettre de définir des objectifs qu'on va atteindre. Et puis, en amont, il y a ce qu'on appelle le sport en lui-même, où là, on a une notion de compétitivité, de dépassement de soi, où on va vers la performance, ce qu'il n'y a pas dans les autres activités. Alors, moi, je m'intéresse essentiellement à ce qu'on appelle l'activité physique et sportive, c'est-à-dire demander aux patients de bouger. C'est-à-dire de leur dire, voilà, 2-3 fois par semaine, au lieu de prendre votre voiture, vous allez marcher
pour les patientes également, aller faire du shopping également, c'est très bien, marcher. Et je pense que actuellement, beaucoup de nos décideurs ont compris que c'était important et ont permis d'adapter un petit peu l'urbanisme dans les villes, à piétoniser les rues pour que les patients marchent, puissent aller faire leurs courses, Ouais, etc., etc. d'accord. Donc deux choses un petit peu différentes, l'activité physique et sportive, et puis l'activité physique adaptée, c'est une activité physique qui est plus codifiée, planifiée avec un objectif. Et puis tout ça, c'est bien évidemment différent de ce qu'on appelle la kinésithérapie, où on a un projet de rééducation dans les D'accord. suites d'une pathologie Oui, voilà, orthopédique adapté ou à la neurologique. pathologie de l'individu. Voilà, tout à fait. D'accord. Et en quoi la pratique d'une activité physique peut-elle avoir une influence sur le cerveau précisément? Alors, il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de papiers qui ont démontré que de faire une activité physique avait deux impacts. Premièrement, un impact biologique et deuxièmement, un impact psychologique. Donc l'impact biologique, on sait très bien que l'activité physique va amener à mettre en place au niveau du cerveau un certain nombre ce qu'on appelle des cytokines qui vont pouvoir interagir avec des neuromédiateurs et qui vont améliorer de manière globale le fonctionnement du cerveau. Il y a aussi une augmentation du métabolisme cérébral. Donc tout ça va permettre de penser que cette activité physique et sportive va être préventive de certaines maladies vasculaires, par exemple, ou de certaines maladies dégénératives. À côté de ça, il y a l'impact psychologique. On a démontré que de faire une activité physique pouvait augmenter les capacités de cognition, c'est-à-dire les capacités intellectuelles, avec des tests qui ont montré que les gens étaient plus attentifs, plus concentrés, que la vitesse de traitement de l'information était plus rapide, mais également, il ne faut pas oublier, tout le côté psychologique, c'est-à-dire l'activité physique et sportive a démontré un impact sur l'anxiété, sur la dépression, et donc ces deux versants vont amener à une chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le bien-être, Ah oui, tout à fait. à la fois physique et mental. Et du coup, existe-t-il des activités physiques plus appropriées que d'autres par rapport à certains types de pathologies? Alors, là où il y a eu le plus grand nombre d'études, c'est dans la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est une maladie qui touche le mouvement. Et donc, ce sont des patients qui ont des difficultés à bouger, des difficultés à marcher parfois, et un certain nombre d'activités ludiques, comme par exemple la danse de salon, notamment le tango, comme le tai chi par exemple, ont démontré une efficacité sur le score moteur des patients atteints de maladie de Parkinson. Alors pourquoi? Parce que le tango est une danse qui se marche. Deuxièmement, elle est rythmée par la musique. Et donc les patients qui ont une maladie de Parkinson ont des difficultés dans la marche automatique, mais à partir du moment où il y a une rythmicité auditive par la musique, et à partir du moment où il y a un certain nombre de pas qui sont codifiés, on va pouvoir améliorer leur état moteur. Il en est de même pour le tai chi, où là, en dehors de l'état moteur, il y a un impact sur la posture et sur l'équilibre. Donc voilà quelques exemples dans le cas d'une maladie, qui est la maladie de Parkinson. Alors après, on a montré que dans la maladie d'Alzheimer, qui est une autre maladie neurodégénérative, que de faire une activité physique pouvait diminuer la dégradation de l'atteinte cognitive, que de faire de la danse également pouvait amener à resocialiser les gens. En tout cas, la problématique de toutes ces maladies dégénératives, c'est que les patients sont dans l'isolement et de les faire venir en groupe, participer à des activités, déjà c'est rompre l'isolement et rompre l'isolement, c'est déjà amener beaucoup chez ces patients qui ont ce type de maladie chronique. D'accord. Et au vu de vos réponses et connaissant l'intérêt de la pratique physique, êtes-vous même pratiquer une activité physique? Est-ce que vous pratiquez une activité physique? Malheureusement, le temps me manque parce que j'ai une activité qui est très prenante. Je sais très bien qu'il faut prendre du temps pour faire de l'activité physique. Il est certain que j'ai fait beaucoup de sport étant jeune, et puis là, les choses s'accumulant sur le plan professionnel, il m'est difficile de trouver un créneau. Mais
c'est pas bien ce que je fais, donc ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis, comme on dit. Il faut que l'activité physique soit un rendez-vous qui soit marqué sur un agenda, au même titre qu'on va chez le coiffeur tous les mois, ou au même titre qu'on va faire une autre activité, etc. Vraiment, il faut prendre le temps de faire une activité physique. Et l'activité physique, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est une activité qui ne doit pas être codifiée et qui est une activité ludique. C'est-à-dire, on dit aux personnes, mais faites ce qu'il vous plaît. Faites-vous plaisir en fait. En Exactement. Gros, bougez, Exactement. mais faites-vous plaisir. Bougez. Si la natation vous plaît, faites de la natation. Si de marcher vous plaît, faites de la marche, etc. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on avait remarqué, on en avait parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés par rapport à l'expérience que j'ai vécue au Japon, là, sur les pays centenaires de l'île de Sado, où en fait, ils nous expliquaient la différence par rapport à notre société culturelle, que dès l'âge de 5 ans, en fait, ils avaient une pratique du tai chi, du yoga, d'une activité physique quotidienne, qui était aussi évidente pour eux que pour nous de se laver, de se brosser les dents ou de faire notre toilette, quoi. Donc en fait, c'est quelque chose qui est ancré dans leur culture. Je pense que c'est dans la culture. Alors, on est un petit peu débordé par les activités. Le système scolaire est peut-être à revoir également pour laisser du temps au sport. Le système du travail est également à revoir. Il y a des entreprises qui ont déjà fait des expériences à la fois de sophrologie ou d'activité physique, ou qui ont mis des salles de sport, entre guillemets, au sein de la structure, pour permettre aux gens, dans le cadre de leur travail quotidien, de pouvoir prendre le temps de faire de l'activité physique. L'activité physique et surtout entre collaborateurs aussi pour dynamiser le groupe. Et en restant toujours autour du sport, on s'aperçoit que le public d'aujourd'hui est plus concentré sur une logique de résultat que sur la construction de l'idée, c'est-à-dire de préparer quelque chose pour eux et pas forcément d'avoir un résultat en bout de course. Vous en pensez quoi ? Alors, je pense que ça dépend de l'objectif qu'on se fixe au départ. Je veux dire, soit on parle de pathologie, on parle de maladie, soit on a une maladie neurodégénérative et à ce moment-là, le conseil, ça va être simplement faites ce que vous voulez, mais bougez. Voilà. Soit on va être dans le cadre d'une activité physique adaptée. Et à ce moment-là, lorsqu'on est dans le cadre d'une activité physique adaptée, il y a des coachs qui peuvent être soit des kinésithérapeutes, soit des STAPS, soit des éducateurs qui font d'éducation physique, qui vont fixer des objectifs, mais l'objectif ne doit jamais être la performance. Voilà. L'objectif, c'est de dire, voilà, on va essayer pendant un mois de faire ceci, et puis on va le faire step by step, comme on dit, pour essayer non pas d'aller vers la performance, mais d'aller vers l'entretien, d'aller vers un bien-être. Et je pense qu'à partir du moment où l'objectif sera atteint, il y aura une valorisation de l'estime de soi. Vous savez que c'est très important l'estime de soi dans tout, et le sport en fait partie. Et donc d'avoir une meilleure estime de soi va motiver encore plus les patients à faire un petit peu plus. Donc l'idée c'est de ne pas aller vers une performance, mais l'idée c'est d'aller vers des objectifs qui sont des objectifs simples et qui peuvent être atteignables par les patients, parce qu'à partir du moment où ils auront atteint l'objectif, ça va forcément être très gratifiant pour eux et très valorisant et augmenter l'estime de soi. D'accord. Et vous pensez qu'il serait possible d'utiliser le cerveau pour optimiser la perception de notre schéma moteur et de rendre le geste plus efficace ? Alors, c'est une question qui est complexe. Si j'ai bien compris, l'idée c'était de dire, est-ce que le cerveau peut améliorer les performances? Alors, on a des données d'imagerie fonctionnelle avec ce qu'on appelle l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, c'est connu, on le voit à la télévision lorsqu'on voit des courses, des compétitions de ski où les skieurs retracent un petit peu leur course dans la tête avant de partir.
Il en est de même pour des pilotes de Formule 1 qui retracent un petit peu la meilleure trajectoire dans leur course. Je pense que le fait de travailler sur l'imagerie mentale peut améliorer la performance. D'accord. Mais on n'améliorera pas l'exercice physique. Alors, il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits, notamment dans le cas de maladies avec la Wii. Donc, ce sont des patients, je ne sais pas si la Wii, c'est une plateforme où on fait des gestes et les gestes sont reproduits sur une télévision. Et en fait, on a en miroir ce que l'on fait. Et donc, il y a toujours une interaction entre ce que l'on voit et ce que l'on fait. Et donc, par l'imagerie mentale, on peut améliorer nos performances. Et donc, la Wii peut être un des moyens. Après, je ne pense pas que aujourd'hui, peut-être dans quelques générations, on puisse utiliser les capacités du cerveau à améliorer une performance. Mais en tout cas, la meilleure compréhension, l'imagerie mentale est quelque chose qui est préalable pour une performance, notamment dans l'activité sportive de compétition. De compétition, d'accord. Et en quoi le conditionnement moteur va entraîner de meilleurs résultats justement sur un individu? Alors, je ne suis pas un spécialiste du conditionnement moteur. Ce que je peux dire, c'est que dans certaines maladies, il y a une altération de la motricité, une altération de l'équilibre, de la posture, et que le fait d'améliorer un certain nombre de fonctions va permettre d'améliorer bien évidemment la qualité de vie du patient. Alors on peut avoir plusieurs impacts, ça peut être du renforcement musculaire, mais ça peut être simplement de la réadaptation à l'effort. On s'aperçoit que les gens qui ont une maladie chronique, par définition, à partir du moment où ils ont eu l'annonce diagnostique, ils s'isolent un petit peu, ils bougent un petit peu moins, et donc à terme, ils ont une résistance à l'effort ou une adaptation à l'effort qui est mauvaise. Donc il faut retravailler un petit peu sur tout le côté cardio, retravailler un petit peu sur la réadaptation et le rentraînement à l'effort, avant de rentrer un petit peu, faire un petit peu de renforcement musculaire. Donc tout ça, on est dans le versant plutôt activité physique adaptée ou kinésithérapie, mais on n'est pas dans l'activité physique et sportive au sens large du terme. Voilà. D'accord. Et donc, en tant que professionnel du sport, que pourrions-nous apporter à notre pédagogie d'apprentissage pour optimiser ces résultats? Alors, je crois que c'est très important. La question est fondamentale, c'est-à-dire que, comme je le disais au début, le patient est au centre du dispositif. Et autour du patient, il va y avoir tous les acteurs de la maladie. Donc, évidemment que les professionnels du sport sont parfaitement intégrés dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques, au même titre que les infirmières, les psychologues, les rééducateurs également. Donc je crois que ça, c'est fondamental. Alors, si on devait demander quelque chose aux professionnels du sport, c'est premièrement, communiquer auprès du grand public en disant, des gens qui ne sont pas malades bien évidemment, donc grand public en disant, faites de l'activité physique, même si elle n'est pas codifiée, mais faites de l'activité physique régulière et quotidienne. Et pour les patients qui sont atteints de maladies chroniques, bien évidemment, les professionnels du sport doivent s'intégrer dans le cadre de cette prise en charge globale avec les médecins, avec les infirmières, avec les kinésithérapeutes, avec les psychologues également, puisque cette dimension psychologique est relativement importante. Donc, je crois qu'il y a ces deux pendances, c'est-à-dire de votre part de promouvoir un petit peu le sport en général dans la cité, dans la vie de tous les jours, et pour une activité plus adaptée à la maladie, que vous puissiez bien évidemment proposer de l'activité physique, proposer des programmes codifiés éventuellement, mais surtout le faire en interaction avec d'autres professionnels de santé. Je crois que c'est le message qu'il faudrait faire passer. Diffuser. Bon, mais écoutez, parfait. Un grand merci à vous pour nous avoir accordé cette petite interview. Merci Philippe. Et puis surtout, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur le blog de Midi Sport Santé, où nous vous invitons bien entendu à venir nous consulter et à cliquer ou à liker si vous êtes intéressé. Voilà, merci beaucoup et merci. À très bientôt.